d'arriver dans le monde du jeu de société moderne avec un jeu coopératif narratif. C'est assez unique. Et Time Stories a eu un impact absolument énormissime dans ma vie de joueur et surtout il a influencé littéralement tout ce que j'aime dans les jeux. De vivre une expérience, de vivre une histoire avec des potes autour d'une table. Et c'est là où justement Time Stories a été très marquant pour moi, c'est les souvenirs. Et au-delà de ça, c'est le genre de jeu, le jeu coopératif narratif, j'ai directement compris oui ça va me plaire. Après avoir découvert le jeu qui pouvait raconter des histoires, je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller en termes de défis. Dans Andor, on incarne des héros, envoyés pour défendre un royaume, le nôtre. Un royaume qui vit, mais risque de périr si nous ne sommes pas à la hauteur. Les ennemis de ce royaume avancent sans nous attendre, parce que le temps est limité. Chaque action compte, chaque combat est un lancer de dés, et surtout, on défend ensemble. Chaque scénario est une légende, une histoire à vivre. Ici, tout nous met sous pression. Le temps, les ennemis et nos choix. Et c'est exactement ça que je cherchais. Andor a été clairement la suite logique par rapport à Time Stories. On était à la recherche, une fois qu'on a fait quelques extensions et fini Time Stories, on est parti sur un univers, ou plutôt un contexte d'univers qui nous plaisait quand même pas mal, étant fan de Seigneur des Anneaux, etc. De choisir Andor. On arrive dans un univers qui n'est pas forcément riche en récits, mais par contre, niveau challenge, il nous a quand même donné du fil à retordre. Certes, l'histoire elle n'est pas forcément très approfondie, mais pour avoir juste un contexte, ça faisait clairement le taf. Et surtout, pour découvrir le jeu coopératif narratif, Andor ferait encore clairement partie des jeux que je pourrais conseiller encore à ce jour. Des multiples extensions, on a été jusqu'au chapitre 2, le chapitre 3 on ne l'a pas encore fait. Je pense qu'on le fera un jour, ça c'est sûr. Et une multitude d'extensions qui rajoutent des personnages, même une BO, une bande originale qui a été composée par un groupe qui est d'ailleurs très qualitatif. Par contre, celui-ci, niveau difficulté, c'est autre chose. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge déjà parce qu'on lance des dés, donc il y a forcément beaucoup d'aléatoires là-dedans. Même si justement en connaissant de plus en plus le jeu, en essayant de le prendre en main, de le manipuler également, et de refaire également des scénarios, parce que si vous ne réussissez pas à un scénario, vous recommencez depuis le début, donc ça vous permet d'anticiper également les choses pour les prochaines tentatives. Un scénario mémorable qui me reste en tête, c'est clairement le dernier scénario de la boîte de base, qui est extrêmement difficile, qu'on a retenté je crois 3 ou 4 fois, mais après la 4e fois, vraiment on essaie d'anticiper au mieux les choses. Et les ressentis ont été absolument fous une fois qu'on a réussi justement ce scénario-là. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très téméraire, comme on dit en anglais, une équipe de tryhard. Donc on veut aller jusqu'au bout des choses. On pousse à bout également le jeu, donc c'est satisfaisant aussi d'avoir une équipe qui est extrêmement soudée face à un jeu qui est aussi dur. Par contre, on ne s'attache pas du tout à notre personnage, il n'a absolument aucun background par rapport à ça, mais ce n'est pas dérangeant vu le contexte du jeu, qui permet clairement de faire ses premiers pas dans les jeux coopératifs narratifs. Mais c'est plutôt nous qui racontons des histoires par rapport à nos personnages qui étaient absolument à mourir de rire. On inventait des choses qui n'avaient ni queue ni tête, mais qui étaient extrêmement drôles. Puis les eaux bouillonnèrent et se soulevèrent, et le Black Pearl menaça de chavirer. C'est moi qui lis, c'est moi qui fais. D'accord. Une figure incroyable apparut des profondeurs de la mer. C'est le Kraken. Le Kraken. Un géant de mer. Oh, grosse poule. C'est un géant de mer. Qui allait
Oh, grosse poil. Oh, le géant de mer. Comment faire? Mais le géant de mer doit être vaincu avant que le narrateur atteigne Le pastis. le- Atteigne le fond du verre, le pastis. avant que le verre se vide. Oh, bonne mère. Non, géant de mer. Tu es pas là ou quoi, t'as pas compris? Sur le chapitre 2, vraiment, on a eu des sessions absolument mémorables aussi, tant au niveau de la difficulté également parce qu'il met une barre en plus au niveau de la complexité, très clairement. La narration n'est pas si poussée, on a juste quelques cartes à lire. Nous, on manquait un peu d'histoire, donc c'est nous qui rajoutions un peu de contexte en plus. Et ça aussi, ça me permet d'avoir quelque chose de mémorable que j'ai depuis des années envers Andorre. Donc Andorre m'a aussi mené vers d'autres chemins, vers d'autres jeux coopératifs narratifs et clairement fait partie des piliers comme Time Stories l'a été pour cet amour que je porte pour les jeux coopératifs narratifs. Pour le prochain, je voulais enfreindre la règle. Dans The Witcher, l'Ancien Monde, on parcourt le continent, on accepte des contrats, on chasse pour laisser une trace. Parce qu'ici, chaque monstre qu'on abat devient un trophée, une preuve qu'on est encore en vie. Et à la fin, ce ne sont pas les histoires qu'on raconte qui comptent, ce sont celles qu'on peut montrer, nos trophées. Que fait-il là, celui-là? C'est clair que c'est spécifique car le coopératif n'est pas du tout présent dans celui-ci, même si on va en reparler justement. Mais on est toujours sur du narratif. Narratif dans le sens où j'ai ressenti vraiment l'incarnation dans un sorceleur. Je vis vraiment l'aventure d'un sorceleur en allant tuer des monstres, aller chercher des nouvelles quêtes, rencontrer justement les gens qui habitent dans les différentes villes, les villages. La thématique pour moi dans ce jeu est omniprésente. Elle est tellement bien représentée que le parallèle entre l'univers d'Andrzej Sapkowski et puis le jeu de société est selon moi complètement parfait. Coucou l'hélicoptère. Au revoir l'hélicoptère. Donc pas du coopératif, mais du compétitif. Ça veut dire aussi que c'est pour moi, The Witcher Old World, la première fois que je touche à un jeu narratif compétitif. C'est clair qu'au début c'était assez spécifique parce que j'avais l'habitude justement de vivre une aventure avec les autres. Et là c'est plutôt contre les autres parce que finalement le but du jeu est justement d'amasser des trophées pour gagner la partie, en tuant des monstres, en faisant évoluer notre personnage, ou bien même en provoquant en duel des autres sorceleurs pour aller récupérer leurs trophées. C'est clair que mon avis est un peu biaisé sur ce jeu car j'aime beaucoup The Witcher. C'est surtout le jeu vidéo The Witcher 3 qui m'a beaucoup marqué. J'ai commencé aussi à lire les livres. J'ai été un peu moins fan des livres. Pour moi, il y a un peu trop de politique là-dedans. Puis je me suis un petit peu perdu. Mais quand ça parle de jeux de société ou bien de jeux vidéo, franchement, j'accroche très bien cet univers. Et tout ce que je lui demande, il me le rend. Je veux incarner un sorceleur, je veux vivre une aventure d'un sorceleur, peu importe s'il est connu ou pas. Eh bien, dans ce jeu, je le ressens. Et même, on ressent l'évolution de son sorceleur en améliorant le paquet de cartes, en apprenant des nouvelles techniques aussi pour son sorceleur. On fait évoluer de niveau aussi notre sorceleur et avec des modules à côté. On peut avoir des mutagènes, on peut avoir des potions, on peut avoir des bombes même. Il a tout plein de modules qui a été disponible justement durant la campagne de financement. Et même au-delà des sorceleurs, on peut aussi incarner des mages qui ont des mécaniques aussi propres à eux, avec un système de défense qui est différent par rapport aux sorceleurs. Et donc ça augmente les possibilités de s'incarner et vraiment de s'imaginer dans cet univers-là. Il y a un module quand même qui m'a marqué, qui change les conditions de fin de partie. C'est qu'on doit battre un boss final. On choisit au préalable quel boss on veut vaincre justement.
et celui ou celle qui arrive en premier à le battre gagne la partie. C'est un module qu'on avait rajouté un peu après quelques parties du jeu de base. Et ce module-là m'a vraiment fait dire « ouais non mais ce module c'est sûr à 100%, à chaque fois je vais le rajouter ». Alors oui, ça augmente le temps de jeu, mais au final, de passer 2 à 3 heures en s'imaginant et en vivant justement des aventures de sorceleur, moi ça me convient très bien. Quand on choisit d'aller battre un monstre, on réfléchit par 2 fois si on veut vraiment le faire. Les monstres ont des niveaux différents, donc ça veut dire aussi le nombre de points de vie change. Et on ressent cette pression, que ce soit notre sorceleur qui va attaquer ce monstre-là, mais aussi autour de la table, parce qu'on se dit, s'il a ce monstre, potentiellement, il gagne la partie. Ce que j'ai même trouvé drôle comme possibilité dans le jeu, quand on joue à plus de 3 joueuses, quand 2 sorceleurs s'affrontent, les autres qui sont là en train de regarder dans la taverne, on peut très bien s'imaginer ceci, peuvent miser sur le défenseur ou l'attaquant, et celui ou celle qui a misé juste gagne des pièces supplémentaires. Je trouve ça très drôle. Ça amène une ambiance autour de la table, un peu comme une beuverie, ça chante, et puis ça lève les verres et on entend justement la bière qui coule à flot. Et même moi, ça m'intéresse ce que mon adversaire vit à travers ses narrations, les choix qu'il choisit. Puis même, il y a une qualité d'écriture, moi je trouve, qui a été extrêmement bien trouvée là-dedans. Et même des sortes de cohérence. Il ne faut pas forcément connaître l'univers de The Witcher par cœur. On y voit quelques clins d'œil certes, mais à travers nos choix, qu'ils soient beaux ou mauvais, on raconte et on écrit l'histoire de notre sorceleur. Je disais que c'était un jeu compétitif, mais il a quand même un module, une extension, qui permet de jouer en coopératif, dans lequel il faut en fait se battre contre la chasse sauvage, les vrais savent. On choisit un des boss justement de la chasse sauvage et il faut le terrasser à un nombre de manches indiqué. Et toutes les tentatives qu'on a faites, on a à chaque fois échoué. C'est très difficile, c'est très dur, ça demande presque aussi un peu plus d'apprentissage du jeu pour pouvoir vraiment se mettre au mode coopératif parce qu'il est un peu chaud. Je pense que l'univers de The Witcher n'est qu'à ses débuts dans l'univers du jeu de société. On vient de le voir, il y a eu une campagne il n'y a pas très longtemps de sociofinancement pour The Witcher Legacy, qui est un jeu coopératif narratif cette fois pour de vrai. Bien sûr que j'ai pris le all-in. J'ai très hâte de pouvoir vraiment m'immerger à fond, vivre une histoire avec les potes pour pouvoir continuer dans cet univers de fou. Et puis il y a un jeu qui m'a fait ralentir. Pas de monstres, pas de guerre, juste un terrain vide. Dans Cozy Stickerville, on construit un village ensemble. On part de rien et petit à petit, on décide ce qu'il devient. Chaque jour, une carte nous raconte quelque chose. Un événement, une rencontre, mais aussi de nouveaux problèmes. Et ce qu'on choisit reste. On ne revient pas en arrière, on construit avec nos décisions. Et le plus fou, c'est qu'on ne peut pas perdre. Parce que chaque bâtiment, chaque personnage, chaque endroit, c'est nous qui l'avons décidé. Et à un moment, je me suis rendu compte d'un truc. On construisait un endroit auquel on s'attachait. Cozy Stickerville, ma découverte la plus récente en termes de jeu coopératif narratif. Bon, je pense vous éprouver par A plus B que j'aime ce genre de jeu. C'est clair qu'il a eu une influence envers moi. Tout ce qu'il y a eu comme communication autour de celui-ci sur YouTube, sur Insta, etc. Clairement, ça m'a tapé dans l'œil. En ayant vu quelques retours et surtout le contexte du jeu où on va placer des autocollants sur un terrain vague complètement, et de créer notre propre petit village. Directement, j'ai sauté dessus et puis ça a été vraiment une découverte de fou. Tout ce qu'on décidait de faire, de construire, les décisions avec les petites rencontres absolument non prévues dans notre village, on a ressenti l'impact que pouvaient avoir ces décisions-là. On ressent aussi même les enjeux politiques qui vont être pris pour notre village, plus du côté écologique ou économique, tout dépend de vos décisions. Nous, par exemple, on a été extrêmement investis pour que les gens se sentent bien dans notre village. C'était vraiment notre objectif ultime. On a des personnages marquants qui nous restent en tête. On a des bâtiments qui sont aussi très jolis. Et on veut faire en sorte que notre village aussi soit joli, parce qu'on peut complètement le foirer aussi esthétiquement.
Et surtout, on ressent une totale liberté sur ce jeu. On peut faire ce parallèle avec Stardew Valley, avec le jeu vidéo complètement. On a des petites quêtes avec les villageois, d'autres qu'on s'entend un peu plus, d'autres moins. Même des choses, on se pose des questions au début, on ne comprend pas vraiment le sens de ses habitants, enfin bref, peu importe. Mais il y a une finalité en fait en tout ça. Même quand on a fini en fait complètement le jeu, avec la conclusion qu'on a eue, on était en mode oui, ça nous correspond complètement par rapport à tout ce qu'on a décidé pour le village. Je trouvais ça vraiment très cool, car il y a certains jeux en termes de conclusion, on est finalement un peu déçu. Et pas celui-ci. On n'est pas bloqué dans le jeu. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, mais aussi en même temps, le temps nous rattrape. Donc on ne peut pas faire tout. J'ai vu une critique avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. C'est sur le fait qu'on peut faire 1 à 2 fois maximum le jeu et ensuite on fout la poubelle. Pour moi, c'est absolument pas un problème pour ce genre de jeu et explicitement pour Cozy Stickerville. Parce que le jeu nous donne une expérience de 9 à 10 heures avec une immersion prononcée, avec des personnages attachants et une expérience unique pour chacun des joueurs-joueuses. Et si le jeu nous donne ce ressenti, nous donne cette immersion, il remplit toutes les cases. Donc c'est comme si, au final, on a lu un livre, on connaît toute l'histoire, et on le range dans le placard et tout simplement, on garde les souvenirs en nous. Et surtout, pour 35 balles. Pour moi, c'est dérisoire pour ce genre de jeu avec toute l'implication qu'il y a derrière. La narration, elle est vraiment bien écrite, c'est cool, et avec seulement des tout petits textes. Rien qu'avec ces tout petits contextes qu'on a, et puis les petits personnages qui existent, on est à fond dedans. Cozy Stickerville m'a donné une autre vision du jeu coopératif narratif. J'ai plutôt l'habitude d'incarner un personnage, il faut avoir des armes, on se tape dessus, etc. Et là, on est vraiment dans un monde qui est très zen, qui est cosy, et qui m'a quand même amené à quelque part, qui m'a fait ressentir des choses. Et surtout, une totale liberté. Bon, vous savez déjà lequel va arriver. Vous le connaissez déjà, non? C'est marrant parce que j'en parle tout le temps. Mais je crois que je vous ai jamais vraiment dit ce que ce jeu m'a fait. Dans Titan Grail, on arrive trop tard. Les héros sont déjà partis et ils ont échoué. Le monde s'effondre, les menhirs s'éteignent et quelque chose grignote la réalité. Chaque jour coûte quelque chose, de l'énergie, de la santé, de la raison. Et pour avancer, il faut survivre. Parce que dans ce monde, même quand je fais le bon choix, ça ne suffit pas. Et c'est là que j'ai compris que ce jeu ne me raconte pas qu'une histoire. Il me l'a fait subir. Je pourrais faire littéralement une vidéo entière sur ce jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi. 5 ans, même je crois qu'on arrive à 6 ans d'aventure sur Titan Grail. Et tout ceci sans avoir fini en plus de ça. Il nous reste encore la 3e campagne à faire. Ce qui ne nous aide pas, c'est le fait qu'on soit à 4 ou 6, mais c'est ce qu'on aime vivre. Même le fait d'être à 4 et que ça prend des longueurs, eh bien je pense que ce jeu-là, après 5 ans, 6 ans de jeu, à aucune session j'en ai eu marre. C'est le jeu de mon cœur, c'est le jeu de ma vie, c'est un jeu qui représente tellement de choses pour moi. Et c'est pour ça que vraiment, je pourrais littéralement faire une vidéo dédiée sur ce jeu. Après avoir découvert Time Stories et Andor, je cherchais quelque chose de plus gros, de plus long. Pas juste des scénarios à faire les uns après les autres, non. Une réelle campagne dans un jeu de société. Donc j'ai pris pour habitude d'aller voir sur YouTube, sur des forums, enfin bref, d'aller voir ce qui existe et ce qui va sortir ou ce qui est sorti dans les jeux de société. Je tombe sur une vidéo où la chaîne s'appelait à l'époque Mathieu, qui aujourd'hui s'appelle Les Cartes sur table. Et je me rappelle très bien, je vois encore la disposition de la vidéo tellement je l'ai regardée, où je vois Mathieu et Dandy
tester Tate & Grail. Je crois qu'ils avaient même reçu le prototype à l'époque, donc c'était quelque chose d'exceptionnel qu'une chaîne francophone puisse avoir un prototype de Wacken Realms. Je regarde leur découverte, ils faisaient justement le tutoriel et je vivais vraiment l'aventure avec eux. Et c'est là où le déclic est arrivé, je me suis dit oui, c'est ça, c'est bon, ça va me plaire. Je ramène encore une fois des potes et puis on se lance pour... Alors je pensais pas que ça allait prendre ça qu'à 6 ans, c'est clair et net. Je pense que ce jeu-là, clairement, on l'a rentabilisé, on arrive aux 200 heures de jeu et on prend toujours autant de plaisir. L'histoire et l'ambiance du jeu a toujours su me tenir à fond dans l'immersion. Je pense qu'on a une qualité de traduction qui excelle, qui a même un vocabulaire qui est assez poussé. J'ai appris des mots, j'ai appris aussi des nouvelles choses. Ça fait du bien aussi, c'est cool. Et oui, bien sûr, le jeu est dur, bien sûr, le jeu a des défauts, mais tout ce qu'il arrive à m'apporter va au-delà de ses défauts. Il est notamment critiqué pour sa longueur, son aspect de farm où on doit justement accumuler beaucoup de ressources pour essayer de survivre, mais c'est ce que le jeu veut te faire comprendre. Il veut que tu galères. Il me semble de souvenir même, on te dit dans le jeu, vous allez galérer. Vous n'êtes pas bien, vous êtes dans une situation qui est complexe. Même l'univers te le fait comprendre. Et on a toujours eu et gardé cet esprit de tryhard, d'aller à fond et d'y croire et de tout simplement survivre dans ce jeu. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. J'aime les tensions dans les combats qui... je sais même pas combien de combats on a fait, tellement il fallait amasser de la nourriture pour essayer de survivre. Même en incarnant le même personnage de A à Z pendant plus de 2 ans, j'ai toujours découvert des nouvelles synergies entre les personnages, entre eux-mêmes. Avoir des combats de boss qui étaient absolument tendus et absolument épiques. Et on a frôlé la mort, mais plus d'une fois. Le ressenti que j'ai à incarner mon personnage a été beaucoup plus fort que les autres jeux. Car nos personnages ont de vraies histoires, poignantes, tristes, parfois joyeuses, et même à travers le jeu, je l'ai ressenti. Même de la frustration, on l'a ressenti dans ce jeu. Mais clairement, où tu te dis, mais comment tu fais pour survivre, comment tu fais pour te sortir de cette situation? On a toujours une possibilité. C'est juste une histoire d'appréhender le jeu, de lui laisser du temps, de nous faire comprendre comment ça fonctionne. Et les moments que je retiens beaucoup, c'est finalement les théories qu'on a eues dans notre groupe, de ce qu'on pensait, de ce qui se passe dans l'univers. Bien sûr, je ne vais pas spoiler, mais il y a tellement de choses et des intrigues qui sont profondes dans ce jeu-là, et même des décisions qui sont irréversibles que vous prenez dans ce jeu-là. Donc vraiment, on a eu des sessions qui ont duré plusieurs minutes de discussion, de débat autour de notre table. Même des sessions de vote où on disait, bon, qui pense plutôt qu'on va pour ce choix-là ou l'autre. Et on a eu vraiment des discussions mémorables. Car oui, certes, on arrive dans un univers qui est connu, les Terres d'Avalon, donc les légendes d'Arthur, mais dans un contexte de dark fantasy. Moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir cet aspect-là de dark fantasy qui n'est pas forcément beaucoup représenté. Surtout dans les films, moi je trouve, dans les jeux de société, ça vient de plus en plus. Mais celui-ci réussit remarquablement de marier les légendes d'Arthur avec la dark fantasy. On a une proposition qui est originale, on ne sait pas ce qui va arriver, même si c'est des personnages qu'on connaît potentiellement. Et même dans notre deuxième campagne aujourd'hui, on comprend des choses qu'on a vécues aussi dans la première campagne. Donc tout ça a un lien. Et même, j'ai pour preuve ici une planche qui est remplie de fiches de sauvegarde. On a mis, je pense, que la moitié. Il y a des 2 campagnes qui sont mélangées là, mais ça représente un petit peu, chaque fiche de sauvegarde représente une journée de jeu sur Tate & Grail. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que Tate & Grail, on peut parler comme une licence. On a du jeu de rôle qui est sorti avec du matos de fou. Studio Agathe a fait un travail absolument exceptionnel. Donc j'ai très hâte aussi de me lancer dans cet univers dans le jeu de rôle. Même la licence va très loin, part dans le jeu vidéo. Il y a 2 jeux vidéo qui sont sortis sous la licence Tate & Grail. Et il y a une suite avec Tate & Grail, les rois de la ruine, que j'ai absolument hâte de faire. Peut-être ce sera dans 4 ans, pour moi c'est pas grave. La boîte ne va pas s'envoler. Si on la fera dans 4 ans, une fois qu'on aura terminé bien sûr toute la première trilogie de campagne, ça attendra et je serai patient car comme je l'ai dit, ce jeu, c'est le jeu de ma vie.
Ce qui est assez fou, c'est que Tate & Grail fait encore partie des prémices et des jeux fondateurs qui m'ont créé en tant que joueur. Et j'y joue encore. Et je vais encore y jouer. Et ça, je trouve absolument fou. Car je pense que ce jeu-là me représente au mieux pour l'amour que j'ai pour les jeux de société narratifs coopératifs. C'est un genre de jeu qui, je pense, va jamais m'ennuyer, va toujours savoir me surprendre. Que ce soit au niveau des thématiques, au niveau de l'univers, même au niveau du gameplay, des fois on a vraiment des propositions qui sont très intéressantes et innovantes. Et même, je veux faire découvrir ça à des gens autour de moi. De plus en plus, je propose aussi à des nouveaux groupes de venir et de découvrir le jeu de société coopératif narratif. Et surtout, ce qui est assez mémorable aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on termine un jeu coopératif narratif, on prévoit et on fait un sondage ensemble sur lequel on va passer maintenant. C'est un impact de fou parce qu'en fait, des fois, il y a des campagnes où on se dit c'est pour 100 heures et puis let's go, on y va. Et ça fait toujours quelque chose d'arriver et de montrer cette passion que j'ai pour ce genre de jeu et de voir des étincelles dans les yeux des joueurs-joueuses autour de ma table. Et aussi d'avoir des émotions différentes. On a traversé tellement de choses, c'est pas pour rien que je reste ici. C'est comme si en fait on avait un feu de camp ici, un point de sauvegarde où on se dit allez, on reste un moment ici et puis on continuera plus tard. C'est un cheminement continu, après chaque session, on regarde pour une prochaine date et tout le monde a l'envie de continuer. J'ai des groupes qui sont très fidèles et absolument incroyables, qui m'ont donné aussi cette confiance de me suivre aussi dans ces aventures-là, car finalement, il y a aussi beaucoup de monde qui ont découvert le jeu de société moderne via des jeux de société coopératifs narratifs. J'avais vraiment envie de vous partager ce que Time Stories a débloqué. Il a débloqué tous les jeux que vous avez vus aujourd'hui. Et encore, j'ai fait une sélection, je me dis, c'est intéressant de voir de ce point de vue-là, il m'a marqué dans cet aspect-là, mais il y en a tellement que j'ai fait. Et au-delà de ça, on a aussi eu des mauvaises expériences. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une fois un petit focus sur les jeux qui nous ont pas plu, bien sûr argumentés, etc. Mais je serais curieux si ça vous intéresse. Ce genre de jeu, c'est pas facile à développer. Il faut de l'écriture, il faut un gameplay qui tient la route, parce qu'en final, si de A à Z c'est le même, il faut qu'il soit innovant, il faut qu'il soit dynamique, il faut, même en cours de campagne, des fois, il faut ajouter des nouvelles mécaniques, et ça arrive que certaines personnes ne vont même pas jusqu'au bout et ne verront même pas les nouvelles mécaniques qui sont débloquées. Et il y en a un que je remercie pas, parce que c'est lui qui, à l'heure d'aujourd'hui encore, me présente les nouvelles campagnes, parce que forcément, ce genre de jeu passe souvent dans les campagnes de financement participatif, parce que c'est massif, ça demande de l'argent. Ô très sainte divinité du all-in et des stretch goals dévoyés, vous qui trop souvent voyez nos cartes bancaires saigner, ramenez à nous qui avons alors baqué sans trembler toutes les promesses d'alors envolées. Et livrez-nous hell, bordel. Et Kevin dit Ludovore, c'est lui qui me permet de me tenir au courant ce qui va sortir, coopératif narratif. Donc dès qu'il y a ces deux mots-là qui sortent, dans mon cerveau ça tique tout de suite. Et pour moi, que ces jeux-là aient du retard, 1 an et demi, 2 ans, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, car je suis conscient que ce genre de jeu demande beaucoup de travail. Et je préfère recevoir un jeu qui n'a pas de coquille, parce que là, on n'est pas comme dans un jeu vidéo, on peut faire des mises à jour et s'il y a des bugs, on corrige, faute d'orthographe ou je ne sais quoi. Là, s'il y a un endroit qui est marqué « aller à l'entrée » machin, et que c'est faux, des fois ça peut casser le jeu. Et on peut être intransigeant envers ce jeu. La moindre petite erreur, ça peut justement casser l'expérience. C'est pour ça que je préfère vraiment attendre que le jeu soit fini. Finissez-le comme il faut. Et ensuite envoyez-le. Donc si ça a pris 2 ans de retard, je l'ai dit plusieurs fois, j'en ai jamais marre de ce genre de jeu. Donc il sera fait au bout d'un moment, c'est pas grave. J'ai nommé cet acte découvrir. C'est pas anodin, c'est pas pour rien.
Car dans ce genre de jeu, j'aime découvrir. J'aime découvrir l'histoire, j'aime découvrir les intrigues, j'aime découvrir avec les autres, mes amis autour de moi, les mécaniques, enfin bref, tout. Et à mon sens, on oublie beaucoup trop ce mot, qui a pour moi plus de valeur. Car pour moi, on a un abus de langage avec le mot « tester ». À l'heure d'aujourd'hui, on ne découvre plus les jeux, on les teste. C'est un aspect beaucoup plus analytique. On analyse le jeu, on essaie de voir ce qu'il innove, ce qu'il n'innove pas, ce qu'il fait mieux qu'un autre, on compare. C'est pas forcément mal, je ne critique pas forcément dans la forme. Mais personnellement, en prenant du recul, je suis en mode mais non, mais je veux ressentir le jeu. Je m'en tape s'il reprend des mêmes mécaniques, etc. Mais si ça fonctionne, peu importe. Et si le jeu me fait ressentir quelque chose, pour moi c'est le plus important. Et même on analyse beaucoup trop les choses, alors que frère, juste dis-moi ton ressenti, qu'est-ce que tu as ressenti dans le jeu. On est constamment mis sous cet aspect de consommation, de voir tout de suite, de voir directement les nouveautés. Ce qui est en soi logique, ce qui va sortir, c'est ce qui donne la hype justement, c'est complètement logique. Mais on n'a plus cette habitude de prendre du recul et de ressentir les choses. De non pas consommer, mais de profiter. En plus, c'est l'XP qui permet d'aller poser une putain de question de merde à des cailloux qui parlent. Et en parlant d'analyse, je trouve qu'aujourd'hui, on analyse aussi beaucoup les humains dans le contenu ludique. Qu'on les aime ou les aime pas, peu importe, on s'en fout, mais au final, en fait, on partage la même passion. Et oui, je parle peut-être comme si on était dans un monde de bisounours, tout le monde doit s'aimer, etc. Non, je veux pas en venir là. C'est juste que ça me rend triste ce que certaines personnes dans le monde ludique subissent. Encore du boulot, hein.